Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a demandé dans un commentaire de lire des contes de Perrault. Et je suis allée à la médiathèque et j'ai trouvé ce livre, Les contes de Perrault. Donc il y a 8 contes que nous allons pouvoir lire en plusieurs fois. Et si j'ai bien compris, ce sont les textes d'origine avec des moralités et des superbes illustrations. Il y en a que j'ai déjà lu, par exemple Cendrillon. J'ai déjà fait une vidéo entièrement consacrée à Cendrillon, donc ce n'est pas sûr que je le relise. Mais nous avons aussi Le Petit Chaperon Rouge, Les Fées, Le Maître Chat ou le Chat Botté, La Barbe Bleue, donc Cendrillon, Riquet à la houppe, La Belle au bois dormant et Le Petit Poucet. Donc on a de quoi faire. On va déjà lire l'arrière du livre. Saviez-vous que La Belle au bois dormant avait eu 2 enfants, qu'ils avaient failli être dévorés par leur terrible grand-mère, l'ogresse? Vous souvenez-vous que Cendrillon est allé 2 fois au bal avant de perdre sa pantoufle de verre? Autant d'intrigues et de dénouements qui se sont perdus au fil du temps. Ce livre est destiné à tous ceux qui veulent découvrir les 8 contes de Perrault en prose dans leur texte d'origine et s'imprégner de leur morale tendre et malicieuse à la fois. Les textes d'origine, associés à des illustrations contemporaines, font de cet album un livre plein de contrastes et d'harmonie. Et aujourd'hui, nous allons lire La Belle au bois dormant avec des illustrations de Florence Langlois. Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir pas d'enfants, si fâchés qu'on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde, vœux, pèlerinages, menus dévotions. Tout fut mis en œuvre et rien n'y faisait. Enfin pourtant la reine devint grosse et accoucha d'une fille. On fit un beau baptême. On donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva 7, afin que chacune d'elles lui faisant un don, comme c'était la coutume des fées en ces temps-là, la princesse eut par ce moyen toutes les perfections imaginables. Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi, où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique, avec un étui d'or massif, où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau de fin or, garni de diamants et de rubis. Mais comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait point priée, parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était sortie d'une tour et qu'on la croyait morte ou enchantée. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un étui d'or massif comme aux autres, parce que l'on n'en avait fait faire que 7 pour les 7 fées. La vieille crut qu'on la méprisait et grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées qui se trouva auprès d'elle l'entendit et jugeant qu'elle pourrait donner quelques fâcheux dons à la petite princesse, alla dès qu'on fut sorti de table se cacher derrière la tapisserie afin de parler la dernière et de pouvoir réparer autant qu'il lui serait possible le mal que la vieille aurait fait. Cependant, les fées commencèrent à faire leurs dons à la princesse. La plus jeune lui donna pour don qu'elle serait la plus belle personne du monde, celle d'après qu'elle aurait de l'esprit comme un ange, la troisième qu'elle aurait une grâce admirable à tout ce qu'elle ferait, la quatrième qu'elle danserait parfaitement bien, la cinquième qu'elle
qu'elle chanterait comme un rossignol, et la 6e qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments dans la dernière perfection. Le rang de la vieille fée étant venu, elle dit en branlant la tête encore plus de dépit que de vieillesse, que la princesse se percerait la main d'un fuseau et qu'elle en mourrait. Ce dont fit frémir toute la compagnie, et il n'y eut personne qui ne pleura. Dans ce moment, la jeune fée sortit de derrière la tapisserie et dit tout haut ces paroles. Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra pas. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. Le roi, pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un édit par lequel il défendait à toute personne de filer un fuseau ni d'avoir des fuseaux chez soi sur peine de la vie. Au bout de 15 ou 16 ans, le roi et la reine étant allés à une de leurs maisons de plaisance, il arriva que la jeune princesse, courant un jour dans le château et montant de chambre en chambre, alla jusqu'au haut d'un donjon, dans un petit galetas où une bonne vieille était seule à filer sa quenouille. Cette bonne femme n'avait point ouï parler des défenses que le roi avait faites de filer au fuseau. « Que faites-vous là, ma bonne femme ?» dit la princesse. « Je file, ma belle enfant, » lui répondit la vieille qui ne la connaissait pas. « Ah, que cela est joli, » reprit la princesse. « Comment faites-vous? Donnez-moi que je vois si j'en ferai bien autant. » Elle n'eut pas plutôt pris le fuseau que, comme elle était fort vive, un peu étourdie, et que d'ailleurs l'arrêt des fées l'ordonnait ainsi, elle s'en perça la main et tomba évanouie. La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours. On vient de tous côtés, on jette de l'eau au visage de la princesse, on la délace, on lui frappe dans les mains, on lui frotte les tempes avec de l'eau de la reine de Hongrie, mais rien ne la faisait revenir. Alors le roi, qui était monté au bruit, se souvint de la prédiction des fées, et jugeant bien qu'il fallait que cela arrivât, puisque les fées l'avaient dit, fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais, sur un lit en broderie d'or et d'argent. On eût dit d'un ange, tant elle était belle, car son évanouissement n'avait pas ôté les couleurs vives de son teint. Ses joues étaient incarnates et ses lèvres comme du corail. Elle avait seulement les yeux fermés, mais on l'entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. Le roi ordonna qu'on la laissât dormir en repos jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne fée qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir 100 ans était dans le royaume de Mataquin, à 12 000 lieues de là, lorsque l'accident arriva à la princesse. Mais elle en fut avertie en un instant par un petit nain qui avait des bottes de 7 lieues. C'étaient des bottes avec lesquelles on faisait 7 lieues d'une seule enjambée. La fée partit aussitôt, et on la vit au bout d'une heure arriver dans un chariot tout de feu, traîné par des dragons. Le roi lui alla présenter la main à la descente du chariot. Elle approuva tout ce qu'il avait fait, mais comme elle était grandement prévoyante, elle pensa que quand la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce vieux château. Voici ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce château, hors le roi et la reine. Gouvernante, fille d'honneur, femme de chambre, gentilshommes, officiers, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, galopin, garde, suisse, page, valet de pied. Elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries avec les palefreniers, les
presque en même temps que leur maîtresse, afin d'être tous prêts à la servir quand elle en aurait besoin. Les broches même qui étaient au feu, toutes pleines de perdrix et de faisans, s'endormirent et le feu aussi. Tout cela se fit en un moment, les fées n'étaient pas longues à leur besogne. Alors le roi et la reine, après avoir baisé leur cher enfant sans qu'elle s'éveillât, sortirent du château et firent publier des défenses à qui que ce soit d'en approcher. Ces défenses n'étaient pas nécessaires car il crut dans un quart d'heure, tout autour du parc, une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces et d'épines entrelacées les unes dans les autres, que bête ni homme n'y aurait pu passer, en sorte qu'on ne voyait plus que le haut des tours du château, encore n'était-ce que de bien loin. On ne douta point que la fée n'eût encore fait là un tour de son métier, afin que la princesse, pendant qu'elle dormirait, n'eût rien à craindre des curieux. Au bout de 100 ans, le fils du roi qui régnait alors et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'était que les tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon qu'il en avait ouï parler. Les uns disaient que c'était un vieux château où il revenait des esprits, les autres que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait et que là il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour les pouvoir manger à son aise et sans qu'on le pût suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois. Le prince ne savait qu'en croire lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit : « Mon prince, il y a plus de 50 ans que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse, la plus belle qu'on eût su voir, qu'elle y devait dormir 100 ans et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle était réservée. » Le jeune prince à ce discours se sentit tout de feu. Il crut sans balancer qu'il mettrait fin à une si belle aventure, et poussé par l'amour et par la gloire, il résolut de voir sur le champ ce qui en était. À peine s'avança-t-il vers les bois que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Il marche vers le château qu'il voyait au bout d'une grande avenue et où il entra, et ce qui le surprit un peu, il vit que personne de ces gens ne l'avait pu suivre parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il avait été passé. Il ne laissa pas de continuer son chemin. Un prince jeune et amoureux est toujours vaillant. Il entra dans une grande avant-cour où tout ce qu'il vit d'abord était capable de le glacer de crainte. C'était un silence affreux. L'image de la mort s'y présentait partout, et ce n'étaient que des corps étendus d'hommes et d'animaux qui paraissaient morts. Il reconnut pourtant bien au nez bourgeonné et à la face vermeille des Suisses qu'ils n'étaient qu'endormis, et leur tasse où il y avait encore quelques gouttes de vin montrait assez qu'ils s'étaient endormis en buvant. Il passe une grande cour pavée de marbre, il monte l'escalier, il entre dans la salle des gardes qui était rangée en haie, la carabine sur l'épaule et ronflant de leur mieux. Il traverse plusieurs chambres pleines de gentilshommes et de dames, dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entre dans une chambre toute dorée, et il vit sur un lit dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés, le plus beau spectacle qu'il eût jamais vu. Une princesse qui paraissait avoir 15 ou 16 ans, et dont l'éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et en admirant, et se mit à genoux auprès d'elle.
Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla et le regardant avec des yeux plus tendres qu'une première vue ne semblait le permettre. « Est-ce vous, mon prince ?» lui dit-elle. « Vous vous êtes bien fait attendre. » Le prince, charmé de ces paroles et plus encore de la manière dont elles étaient dites, ne savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance. Il l'assura qu'il l'aimait plus que lui-même. Ses discours furent mal rangés, ils en plurent davantage, peu d'éloquence, beaucoup d'amour. Il était plus embarrassé qu'elle, et l'on ne doit pas s'en étonner. Elle avait eu le temps de songer à ce qu'elle aurait à lui dire, car il y a apparence, l'histoire n'en dit pourtant rien, que la bonne fée, pendant un si long sommeil, lui avait procuré le plaisir des songes agréables. Enfin, il y avait 4 heures qu'ils se parlaient et ils ne s'étaient pas encore dit la moitié des choses qu'ils avaient à se dire. Cependant, tout le palais s'était réveillé avec la princesse. Chacun songeait à faire sa charge, et comme ils n'étaient pas tous amoureux, ils mouraient de faim. La dame d'honneur, pressée comme les autres, s'impatienta et dit tout haut à la princesse que la viande était servie. Le prince aida la princesse à se lever. Elle était tout habillée et fort magnifiquement, mais il se garda bien de lui dire qu'elle était habillée comme ma mère grand et qu'elle avait un collet monté. Elle n'en était pas moins belle. Ils passèrent dans un salon de miroirs et y soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les hautbois jouèrent de vieilles pièces, mais excellentes, quoiqu'il y eût près de 100 ans qu'on ne les joua plus. Et après souper, sans perdre de temps, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château, et la dame d'honneur leur tira le rideau. Ils dormirent peu, la princesse n'en avait pas grand besoin, et le prince la quitta dès le matin pour retourner à la ville où son père devait être en peine de lui. Le prince lui dit qu'en chassant, il s'était perdu dans la forêt et qu'il avait couché dans la hutte d'un charbonnier qui lui avait fait manger du pain noir et du fromage. Le roi son père, qui était bonhomme, le crut, mais sa mère n'en fut pas bien persuadée, et voyant qu'il allait presque tous les jours à la chasse et qu'il avait toujours une raison en main pour s'excuser, quand il avait couché 2 ou 3 nuits dehors, elle ne douta plus qu'il y eût quelque amourette, car il vécut avec la princesse plus de 2 ans entiers et en eut 2 enfants, dont le premier, qui fut une fille, fut nommé l'Aurore et le second un fils qu'on nomma le Jour, parce qu'il paraissait encore plus beau que sa sœur. La reine dit plusieurs fois à son fils, pour le faire expliquer, qu'il fallait se contenter dans la vie, mais il n'osa jamais se fier à elle de son secret. Il la craignait quoiqu'il l'aimât, car elle était de race ogresse, et le roi ne l'avait épousée qu'à cause de ses grands biens. On disait même tout bas à la cour qu'elle avait les inclinations des ogres, et qu'en voyant passer de petits enfants, elle avait toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux. Ainsi le prince ne voulut jamais rien dire. Mais quand le roi fut mort, ce qui arriva au bout de 2 ans, et qu'il se vit le maître, il déclara publiquement son mariage et alla en grande cérémonie quérir la reine, sa femme, dans son château. On lui fit une entrée magnifique dans la ville capitale, où elle entra au milieu de ses 2 enfants. Quelque temps après, le roi alla faire la guerre à l'empereur Cantalabute, son voisin. Il laissa la régence du royaume à la reine, sa mère, et lui recommanda fort sa femme et ses enfants. Il devait être à la guerre tout l'été, et dès qu'il fut parti, la reine-mère envoya sa bru et ses enfants à une maison de campagne dans les bois,
voyant bien qu'il ne fallait pas se jouer à une ogresse, prit son grand couteau et monta à la chambre de la petite Aurore. Elle avait pour lors 4 ans et vint en sautant et en riant se jeter à son col et lui demander du bonbon. Il se mit à pleurer, le couteau lui tomba des mains et il alla dans la basse-cour couper la gorge à un petit agneau et lui fit une si bonne sauce que sa maîtresse l'assura qu'elle n'avait jamais rien mangé de si bon. Il avait emporté en même temps la petite Aurore et l'avait donnée à sa femme pour la cacher dans le logement qu'elle avait au fond de la basse-cour. 8 jours après, la méchante reine dit à son maître d'hôtel « Je veux manger à mon souper le petit jour ». Il ne répliqua pas, résolu de la tromper comme l'autre fois. Il alla chercher le petit jour et le trouva avec un petit fleuret à la main dont il faisait des armes avec un gros singe. Il n'avait pourtant que 3 ans. Il le porta à sa femme qui le cacha avec la petite Aurore et donna à la place du petit jour un petit chevreau fort tendre que l'ogresse trouva admirablement bon. Cela était fort bien allé jusque-là, mais un soir cette méchante reine dit au maître d'hôtel « Je veux manger la reine à la même sauce que ses enfants ». Ce fut alors que le pauvre maître d'hôtel désespéra de la pouvoir encore tromper. La jeune reine avait 20 ans passés, sans compter les 100 ans qu'elle avait dormi. Sa peau était un peu dure, quoique belle et blanche, et le moyen de trouver dans la ménagerie une bête aussi dure que cela. Il prit la résolution pour sauver sa vie de couper la gorge à la reine et monta dans sa chambre dans l'intention de n'en pas faire à 2 fois. Il s'excitait à la fureur et entra, le poignard à la main, dans la chambre de la jeune reine. Il ne voulut pourtant point la surprendre et il lui dit avec beaucoup de respect l'ordre qu'il avait reçu de la reine-mère. « Faites, faites, lui dit-elle en lui tendant le col, exécutez l'ordre qu'on vous a donné. J'irai revoir mes enfants, mes pauvres enfants que j'ai tant aimés. » Elle les croyait morts depuis qu'on les avait enlevés sans lui rien dire. « Non, non, madame, lui répondit le pauvre maître d'hôtel tout attendri. Vous ne mourrez point et vous ne laisserez pas d'aller revoir vos chers enfants. Mais ce sera chez moi où je les ai cachés et je tromperai encore la reine en lui faisant manger une jeune biche à votre place. » Il la mena aussitôt à sa chambre où la laissant embrasser ses enfants et pleurer avec eux. Il alla accommoder une biche que la reine mangea à son souper avec le même appétit que si c'eût été la jeune reine. Elle était bien contente de sa cruauté et elle se préparait à dire au roi à son retour que les loups enragés avaient mangé la reine, sa femme et ses 2 enfants. Un soir qu'elle rôdait à son ordinaire dans les cours et basses-cours du château pour y alener quelques viandes fraîches, elle entendit dans une salle basse le petit jour qui pleurait, parce que la reine sa mère le voulait faire fouetter à cause qu'il avait été méchant, et elle entendit aussi la petite Aurore qui demandait pardon pour son frère. L'ogresse reconnut la voix de la reine et de ses enfants, et furieuse d'avoir été trompée, elle commanda dès le lendemain au matin, avec une voix épouvantable qui faisait trembler tout le monde, qu'on apportât au milieu de la cour une grande cuve, qu'elle fit remplir de crapauds, de vipères, de couleuvres et de serpents, pour y faire jeter la reine et ses enfants, le maître d'hôtel, sa femme et sa servante. Elle avait donné ordre de les amener les mains liées derrière le dos. Ils étaient là et les bourreaux se préparaient à les jeter dans la cuve lorsque le roi, qu'on n'attendait pas si tôt, entra dans la cour à cheval. Il était venu en poste et demanda tout étonné ce que voulait dire cette
personne n'osait l'en instruire, quand l'ogresse, enragée de voir ce qu'elle voyait, se jeta elle-même la tête la première dans la cuve et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avait fait mettre. Le roi ne laissa pas d'en être fâché, elle était sa mère, mais il s'en consola bientôt avec sa femme et ses enfants. Moralité: attendre quelque temps pour avoir un époux, riche, bien fait, galant et doux, la chose est assez naturelle, mais l'attendre 100 ans et toujours en dormant, on ne trouve plus de femelle qui dormit si tranquillement. La fable semble encore vouloir nous faire entendre que souvent de l'hymen les agréables nœuds, pour être différés, n'en sont pas moins heureux, et qu'on ne perd rien pour attendre. Mais le sexe avec tant d'ardeur aspire à la foi conjugale, que je n'ai pas la force ni le cœur de lui prêcher cette morale. Du coup, le texte d'origine, il est quand même très différent de la version qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre. Allez, on va enchaîner, on va en lire un autre qui sera un peu plus court. On va lire Les Fées avec des illustrations de Fabienne Descèdres. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort d'humeur et de visage que qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes 2 si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. La cadette, qui était le vrai portrait de son père pour la douceur et pour l'honnêteté, était avec cela une des plus belles filles qu'on eût su voir. Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée et en même temps avait une aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse. Il fallait entre autres choses que cette pauvre enfant allât 2 fois le jour puiser de l'eau à une grande demi-lieue du logis et qu'elle en rapportât plein une grande cruche. Un jour qu'elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. « Oui, da, ma bonne mère, dit cette belle fille, et rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l'eau au plus bel endroit de la fontaine, et la lui présenta, soutenant toujours la cruche, afin qu'elle bût plus aisément. La bonne femme ayant bu, lui dit: « Vous êtes si belle, si bonne et si honnête, que je ne puis m'empêcher de vous faire un don, car c'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme de village, pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille. Je vous donne pour don, poursuivit la fée, qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. » Lorsque cette belle fille arriva au logis, sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine. « Je vous demande pardon, ma mère, dit cette pauvre fille, d'avoir tardé si longtemps. » Et en disant ces mots, il lui sortit de la bouche 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants. « Que vois-je là ?» dit sa mère tout étonnée. « Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. D'où vient cela, ma fille ?» Ce fut là la première fois qu'elle l'appela sa fille. La pauvre enfant lui raconta naïvement tout ce qui lui était arrivé, non sans jeter une infinité de diamants. « Vraiment, dit la mère, il faut que j'y envoie ma fille. Tenez, Fanchon, voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Ne seriez-vous pas bien aise d'avoir le même don? Vous n'avez qu'à aller puiser de l'eau à la fontaine, et quand une pauvre femme vous demandera à boire, lui en donner bien honnêtement. » « Il me ferait beau voir, répondit la brutale, aller à la fontaine. »« Je veux que vous y alliez, reprit la mère, et tout à l'heure. » Elle y alla, mais toujours en grondant. Elle
sa sœur, mais qui avait pris l'air et les habits d'une princesse pour voir jusqu'où irait la malhonnêteté de cette fille. « Est-ce que je suis ici venue, lui dit cette brutale orgueilleuse, pour vous donner à boire? Justement, j'ai apporté un flacon d'argent tout exprès pour donner à boire à madame. J'en suis d'avis, buvez à même si vous voulez. » « Vous n'êtes guère honnête, reprit la fée sans se mettre en colère. Eh bien, puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour don qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. » D'abord que sa mère l'aperçut, elle lui cria « Eh bien, ma fille !»« Eh bien, ma mère !» lui répondit la brutale en jetant 2 vipères et 2 crapauds. « Ô ciel !» s'écria la mère, « que vois-je là? C'est sa sœur qui en est cause, elle me le paiera. » Et aussitôt elle courut pour la battre. La pauvre enfant s'enfuit et alla se sauver dans la forêt prochaine. Le fils du roi, qui revenait de la chasse, la rencontra et, la voyant si belle, lui demanda ce qu'elle faisait là toute seule et ce qu'elle avait à pleurer. « Hélas, monsieur, c'est ma mère qui m'a chassée du logis. » Le fils du roi, qui vit sortir de sa bouche 5 ou 6 perles et autant de diamants, la pria de lui dire d'où cela lui venait. Elle lui conta toute son aventure. Le fils du roi en devint amoureux et, considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce qu'on pouvait donner en mariage à une autre, l'emmena au palais du roi son père, où il l'épousa. Pour sa sœur, elle se fit tant haïr que sa propre mère la chassa de chez elle, et la malheureuse, après avoir bien couru sans trouver personne qui voulût la recevoir, alla mourir au coin d'un bois. Moralité: les diamants et les pistoles peuvent beaucoup sur les esprits, cependant les douces paroles ont encore plus de force et sont d'un plus grand prix. Autre moralité: l'honnêteté coûte des soins et veut un peu de complaisance, mais tôt ou tard elle a sa récompense, et souvent dans le temps qu'on y pense le moins. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais on continuera très bientôt à lire les autres contes. J'espère que cela vous a plu et